La nuit est grosse de nouvelles. Sors sur la lande et guette au vent un oiseau à l'aile funèbre, bec et serre rouge de sang. Ne regarde ni ça ni là, mais suis son chemin par les airs. Et s'il s'abat dans la bruyère, voyageur, agenouille-toi. Quel sort là-bas t'attend peut-être? Je n'ose le dire, mais le ciel entend mes prières. Et Dieu est merci, qu'il te garde. Je pense que Les Hauts du Hurlevent sont sûrement le livre le plus étrange qui ait jamais existé. Ne serait-ce que d'être cette folle histoire d'amour racontée par une jeune fille réservée jusqu'à l'effacement. Une vie, une œuvre, Émilie Brontë, rêver sur une histoire d'amour. Une émission de Florence Marguier, réalisée par Isabelle Huel. Je crois que la différence monstrueuse et admirable avec tout le reste, c'est que ce livre est écrit par une vierge. Et là, pour le coup, nous sommes dans la différence entre le rêve et la réalité. Je crois qu'elle n'a fait que rêver ça. Je crois que ce livre, que sa vie, menée dans un état d'intense frustration, affective et sans doute physique, et là je parle d'une façon prosaïque de ça, n'a pu aboutir qu'à cet enfièvrement permanent de l'imaginaire qui l'a amené à concevoir cette histoire bouleversante. Je crois que c'est ça. Son côté mystique, justement. Nous avons quelque chose qui semble chu d'une autre planète avec elle. Et la planète, ça serait peut-être celle de la pureté absolue qui se paie le luxe d'inventer le mal absolu. L'énigme reste là, entière. There should be no despair for you, while nightly stars are burning, while evening sheds its silent dew, or sunshine gilds the morning. There should be no despair, though tears may flow down like a river. Are not the best beloved of years around your heart forever? They weep, you weep, it must be so. Winds sigh as you are sighing, and winter pours its grief in snow where autumn's leaves are lying. Yet they revive, and from their fate, your fate cannot be parted. Then journey onward, not elate, but never broken-hearted. Jean-Pierre Leonardini. Je crois que tout a dû partir de l'observation et de la vie dans cette lande sauvage. Enfin. Il est clair que là, la théorie des climats fonctionnerait à plein. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est le fruit, de cette lande. Enfin, elle est la créature sauvage et imaginative, bercée par les vents. C'est indiscutable. Une forme de sensualité. Il y a dans le livre une sorte de communion convulsive avec le ciel, les rochers, les plantes, c'est indiscutable. On pourrait presque parler de panthéisme érotique. Enfin, il y a quelque chose là en accord avec toutes les trémulations du sol et du ciel. Il est sûr que ça a dû beaucoup l'aider. Enfin, on peut imaginer cette existence solitaire avec des veillées où les sœurs et le frère lisent à haute voix leurs œuvres ou les œuvres qui les passionnent. On peut imaginer cet enracinement sauvage, ce quatuor singulier, à l'abri du monde, comme ça.
Raymond Bellour. Vous avez donc une famille qui est constituée par le père, les 6 enfants, 5 filles et un garçon, et vous avez 2 temps, je dirais, dans le fonctionnement de cette micro-société, avant la mort des 2 sœurs aînées ou après la mort des 2 sœurs aînées, Maria et Elisabeth. Quand on lit le tout petit texte de Charlotte Brontë qui s'appelle The History of the Year, l'histoire de l'année, on se rend compte qu'à l'origine du jeu, en quelque sorte un peu mythiquement, il y aurait le livre de géographie prêté par la sœur aînée et qu'elle-même au début, avec Elisabeth, présidait aux destinées du jeu, dont on ignore à peu près tout. Hein. Et c'est, semble-t-il, et ça dans une enfance assez, je dirais, assez première, en tout cas pour Charlotte et pour Émilie, encore très très enfant. Le deuxième stade, c'est après la mort des 2 sœurs et de la mère, quand la famille est plus constituée que par donc le père, la tante qui vient prendre la place de la mère, et les 4 enfants, c'est-à-dire, dans l'ordre, Charlotte, Branwell, Émilie et Anne. Et c'est à partir de là qu'a commencé de façon un peu systématique, puisque là on en a des traces écrites, qui sont les petits récits étiologiques, si vous voulez, de Charlotte et de Branwell, l'organisation d'un jeu qui a d'abord été un jeu oral, puis ensuite un jeu écrit, organisé à partir d'une mythique boîte de soldats, chacun s'étant attribué un soldat, un héros, et les soldats ayant donné plus ou moins naissance à travers des métamorphoses assez complexes à toute une série de jeux, 3 grands jeux comme Charlotte les décompte dans l'histoire de l'année. Quelle est la place d'Émilie à l'intérieur de ce jeu, puisque d'un côté il y a Charlotte et Patrick, et de l'autre il y a Émilie et Anne. Au départ, le jeu est collectif, et on s'aperçoit, d'après les textes mêmes, qu'une sorte de place, si vous voulez, fondamentale, est réservée à Émilie et Anne à l'intérieur de la structure du jeu, puisque le jeu est dirigé mythiquement par 4 grands génies, qui s'appellent Talii, Charlotte étant la plus grande, Tall, Brani pour Branwell, Émilie et Annie. Bon. Mais très vite, Émilie et Anne vont se séparer du jeu des aînés et se livrer de leur côté à leur propre jeu qui va obéir à des règles, semble-t-il, assez différentes de celui des aînés et dont malheureusement on peut dire très peu de choses, puisque la totalité des textes d'Émilie et de Anne, qui peut-être constituait une proportion encore plus grande de textes que ceux de Branwell et de Charlotte, puisqu'Émilie a pratiquement écrit jusqu'à sa mort ces choses qu'on n'ose plus du même coup appeler des écrits de jeunesse. Ces écrits-là ont été entièrement perdus, ou disparus, ou détruits, et qu'il n'en subsiste que 200 pages de poèmes pour Émilie, à peu près la même chose pour Anne, des poèmes qui étaient plus ou moins des extraits versifiés, des textes en prose. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me, what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one? Dis-moi, dis, souriant enfant, qu'est-ce pour toi que le passé? Un soir d'automne doux et clément, où le vent soupire endeuillé. Qu'est-ce pour toi que le présent? Un rameau vert chargé de fleurs, où l'oiselet bande ses forces pour s'envoler dans les hauteurs. Et l'avenir, enfant béni? La mer sous un soleil sans voile, la mer puissante, éblouissante. I'm happiest when most away. I can bear my soul from its home of clay, on a windy night when the moon is bright, and the eye can wander through worlds of light. When I am not and none beside, nor earth, nor sea, nor cloudless sky, but only spirit wandering wide through infinite immensity. Mon plus grand bonheur, c'est qu'au loin mon âme fuit sa demeure d'argile, par une nuit qu'il vante, que la nuit est claire, que l'œil peut parcourir des mondes de lumière, que je ne suis plus, qu'il n'est rien. Terre, ni mer, ni ciel sans nuages, hormis un esprit en voyage, dans l'immensité infinie. Les pieds de sa sœur,
de son frère et suit la rosée embaumée. Elle bondit pour saluer l'herbe, les fleurs et le soleil. Dans ces deux grands royaumes de Gondal et de Galdin, qui sont donc deux îles dans le Pacifique Nord et le Pacifique Sud, il semble qu'il y ait une organisation du pouvoir, un type d'histoire sentimentale et amoureuse qui soit assez proche, de par le fond, de ce qu'on trouve dans les récits de Charlotte et de Branwell, autour d'un conflit absolument fondamental qui n'est autre que celui de la France et de l'Angleterre à travers la Révolution française et l'Empire, qui est celui de la Révolution et des guerres napoléoniennes. Puisqu'il y a des conflits permanents dans les écrits de jeunesse d'Émilie entre les républicains et les royalistes, de la même façon qu'on a ce type de conflit dans les écrits de jeunesse de Charlotte et de Branwell. Donc là, il semble qu'il y ait une sorte de donne, si vous voulez, politique et sociale de base qui, en quelque sorte, structurait l'ensemble des écrits. Et d'autre part, on peut, par toute une série de dérivations de noms, d'échos de parenté, etc., reconnaître un certain type de personnage, disons byronien, ou sorti du roman noir, etc., qui, à certains traits, sont assez identiques à l'intérieur des écrits de jeunesse de Charlotte de Branwell et de ce qu'on peut imaginer de ceux d'Émilie. François-Xavier Jaujard. C'est très difficile de reconstituer le monde de Gondal. D'ailleurs, il y a des personnages qui changent non seulement de rôle, mais de physionomie, si je puis dire, et certains même presque de sexe, on ne sait plus très bien qui est qui, ce qui prouve d'ailleurs qu'elle se projetait dans des entités masculines aussi bien. C'est un monde, je ne dirais pas de l'indifférencié, mais où les personnages qui apparaissent servent dans le moment simplement, un peu d'une certaine façon comme chez les tragiques d'ailleurs, à mettre à nu une situation très forte. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grande cohérence narrative du monde de Gondal. C'est un monde très fantasmatique, c'est un monde très violent, et certainement c'est Émilie qui a insufflé la plus grande violence. Il faut dire que c'est un monde qu'elle partageait plutôt avec Anne, alors que le monde d'Angria était plutôt le domaine de Charlotte et de Patrick Branwell. Mais Gondal, d'une certaine façon, tout est sorti de là. En même temps, il n'y aurait eu que Gondal, ce serait peut-être resté quelque chose d'un peu magmatique, un avant-texte, comme disent les érudits d'aujourd'hui, alors que de Gondal et de cette tension qui a fait naître Gondal sont nés un chef-d'œuvre comme Léo de Hurlevent et ces autres chefs-d'œuvre en petites pièces, en petits cristaux que sont les poèmes. Tout est venu de Gondal d'une façon, et d'une certaine façon, tout devait y retourner, puisque justement, dans la mort, il s'agit de retrouver Gondal, encore une fois. C'est un espace d'avant la vie, c'est un espace d'après la mort. N'oublions pas que les Brontë étaient des Celtes. Viens. Peut-être jamais le vent ne soufflera comme il souffle pour nous. Et peut-être jamais ne brilleront les astres comme maintenant ils brillent. Bien avant que revienne octobre, des mers de sang nous auront séparés. Et tu dois en ton cœur étouffer ton amour. Moi, l'amour dans le mien. Car face à face vont se dresser tous les nôtres. Chacun de nous sera comme eux. Oubliant que la même terre douce nous a portés et nous a tous nourris, un seul pour le pouvoir du peuple doit lutter, et un seul pour les droits de la royauté. Chacun doit être prêt à répandre son sang pour que l'autre s'effondre. Nous ne pouvons pas fuir les hasards de la guerre, ni nous refuser à la cause de nos pères, ni craindre plus la mort, si la main qui l'inflige est chère. Nous devons tolérer que l'ambition règne sur l'amour avec des lois de fer. Donner notre sang pour un étranger et nous refuser aux larmes. Ainsi peut-être que jamais le vent ne soufflera comme il souffle pour nous.
Et peut-être jamais ne brilleront les astres comme maintenant ils brillent. Le canon, au prochain octobre, des rangs de l'ennemi nous pressera peut-être, moi pour frapper ta vie, et toi frapper la mienne. Il y a des poèmes qui sont les confidences immédiates. Ce sont peut-être ceux qui nous touchent le plus. Elle a commencé d'écrire, rappelons-le, très tôt, à 17 ans, ses premiers poèmes. Une enfant, dans un monde un peu confiné, pourrait simplement faire des confidences sur, par exemple, quelque chose de biographique. Le fait, comme elle le dit, qu'au tout début de sa vie, elle attendait des sentiments, elle espérait peut-être être aimée, et le temps a passé, temps très bref, puisqu'elle est morte à 29 ans, en 1848, mais elle aurait pu simplement faire un récit mélancolique ou désappointé de ce que la vie n'avait pas répondu, si je puis dire. Or, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas de confidence personnelle. On en trouve des échos, mais il n'y a jamais, si vous voulez, cette facilité de la confidence personnelle, et les éléments biographiques sont complètement mêlés aux éléments mythologiques. C'est cette force de rébellion, c'est cette force de solitude. Moi, je trouve que c'est une stoïcienne. Elle a toujours une façon de se cramponner à sa solitude. Pourtant, elle a été aimée, elle aimait ses sœurs, et son frère, ô combien de passion. Et on peut penser qu'elle aimait, comme ça, le petit monde, sa constellation familiale, elle aimait son père, le craignait sans doute, mais elle l'aimait, et sa tante, puisque sa mère est morte quand elle était trop petite pour la connaître. Mais elle a eu un sentiment de solitude énorme, éperdu. Elle a un vers, par exemple, où elle dit « Oui, solitaire autant qu'au jour de ma naissance », que je trouve complètement poignant. Il y a autre chose que la sauvagerie, il y a un appétit de liberté. Elle était étonnante, elle allait seule sur la lande, elle s'amusait d'ailleurs, elle était en un sens la plus brave des trois. Et Charlotte était sans doute plus frileuse. Émilie était vraiment une fille du vent, comme l'a appelée René Crevel. Il y avait certainement chez elle le sentiment que il ne faut jamais se laisser aller s'abandonner à la souffrance visible. C'est pour ça que je parlais de stoïcisme, même lorsqu'elle a été très, très atteinte par la maladie physique, je crois qu'elle s'est blindée, qu'elle s'est cuirassée. Si bien que, justement, des poèmes où ce sont des hommes qui parlent des chevaliers qui redoutent d'être pris pour des traîtres ou pour des lâches, eh bien, c'est elle d'une certaine façon. Il est très difficile de démêler la part personnelle dans ces aveux qui sont souvent obliques. Love is like the wild rose briar, friendship like the holly tree. The holly is dark when the rose briar blooms, but which will bloom most constantly? The wild rose briar is sweet in spring, its summer blossoms scents the air. Yet wait till winter comes again, and who will call the briar fair? Then scorn the silly rose wreath now, and deck thee with the holly's sheen, that when December blights thy brow, he still may leave thy garland green. Franck Hébrard. Il y a en effet un refus du corps qui est très souvent vécu comme le champ clos d'un combat violent, comme une prison où l'être se sent divisé. Dans l'un des poèmes, Émilie Brontë sent en elle trois petits dieux qui se font la guerre dans son petit corps. La sensualité également est condamnée. La sensualité n'est pas du côté de l'amour terrestre. Qu'est-ce que l'amour pour Émilie Brontë? C'est un pur mirage, un fantôme du plaisir. Dans un des poèmes, elle compare l'amour à une sauvage églantine, condamnée à se flétrir, alors que l'amitié, elle, présente le mérite de la constance. Alors par rapport à cet amour vain et éphémère, il y a un véritable amour qui se trouve, lui, du côté du sacré, de la mort, de l'expérience mystique. On peut même parler d'une jouissance dans l'extase lumineuse, dans la joie illuminée, qu'Émilie Brontë éprouve
lorsqu'elle est consumée dans une sorte de mélange de supplice et de jouissance. Et puis, dans l'extase, il y a une autre dimension, c'est la perte du sujet, c'est la dissolution de ses limites, c'est l'évanouissement de son moi dans Dieu. Dieu qui est la seule altérité, comme l'est parfois cependant la nature dans certains poèmes. Était-ce évanouissement mortel? Ou son esprit s'était-il vraiment envolé? Le corps refroidi sous la lune gisait-il comme un poids de pierre et de poussière? C'était pleine lune ce soir, le ciel aussi clair que le jour. Vous auriez vu battre le pouce sur son front blanc de femme, et vu le précieux signe de vie sur son œil découvert et sa joue altérée, dans le combat mortel d'un être divisé par le mal de vivre et l'angoisse de mourir. Mais ici rien ne remuait. Le visage d'une beauté de mort montrait des mots les plus aigus la trace inaltérable. Et la paupière soulevée ne laissait voir nul rayon errant ici-bas, mais le tourment intense et qui s'était détruit. Longtemps il regarda en retenant son souffle, agenouillé sur la lande souillée de sang. Longtemps il se pencha sur ses paupières et contempla la mort. Bien sûr, elle est prise un peu dans les raies d'un certain puritanisme. Après tout, elle est contemporaine de son temps, elle est contemporaine d'elle-même, comment lui en faire grief. Mais là où elle est étonnamment et je dirais drastiquement moderne, c'est que, en dehors de tout dogme et de toute religion établie, et elle ne s'est jamais d'une certaine façon éloignée de la religion de ses pères et de son père, bon, on a l'impression que son rapport au divin est une chose absolument inventée, pas une chose reproduite des livres ou d'un enseignement, mais quelque chose qu'elle invente pour elle. On a l'impression que quand elle rencontre l'éclat divin, c'est au présent, c'est elle, et ce n'est pas parce que c'est écrit dans les livres, ce n'est même pas parce que c'est écrit dans le plus grand des livres ou dans le livre des livres, c'est parce qu'elle le rencontre dans sa vie, sur cette lande-là, à Haworth, ce village-là. C'est-à-dire que ici et maintenant, c'est vraiment la porte ouverte à l'éternité. Et en même temps, souvent, la réalité l'a blessée. Hein, ce n'est pas uniquement un être de lumière. La réalité l'a déçue. Elle dit, par exemple, dans un poème à l'imagination, « Le monde du dehors est si vide d'espoir que m'est 2 fois précieux le monde du dedans ». Donc c'est sûr qu'il y a un retour non seulement vers l'enfance, comme vous le disiez, mais sur soi. Et en même temps, c'est peut-être en descendant en soi qu'on trouve un élan pour en sortir le plus. Elle appelle l'imagination « ma fée chérie », à un autre moment « ma fidèle amie ». Et puis, on voit qu'elle est lucide toujours, il y a ces retombées chez elle après des moments d'enthousiasme, puisqu'elle dit de l'imagination qui parfois s'obstine encore à croire son mirage vrai. On voit comment le regard a une vertu alchimique de pouvoir transfigurer les réalités les plus hostiles, les plus négatives, les plus maléfiques au départ. Mais tu es toujours là pour ramener les visions latentes, pour parer le printemps dépouillé de nouvelles splendeurs, et tirer de la mort une vie plus esquisse, évoquant d'un souffle divin de vrais mondes aussi lumineux que le tien. La magie du regard et de l'écriture d'Émilie Brontë est d'opérer un renversement des thèmes négatifs, des thèmes douloureux, en thèmes bienfaisants. Elle parvient à dépasser la contradiction, la cassure, par un acte créateur, un acte qui réussit, et c'est cela qui est très humain, à diviniser l'ici-bas, la terre, ce qui est immanent, un acte qui arrive à insuffler une vitalité et une lumière céleste, mais sur terre. Un autre poème comme Rêve diurne accomplit également une véritable conversion de la nuit à la lumière, du vide à la plénitude, de la mort à la vie. Et on a dans
ces poèmes heureux, presque euphoriques, des images apaisées, pacifiées, lumineuses, des images, et on a envie de reprendre l'expression de René Char, des images de contre-terreur, c'est-à-dire des paysages où la déchirure due à l'homme fait place enfin à une continuité sensible. Toutes les choses qui étaient séparées, qui étaient distordues, réussissent à tisser un réseau de liens, de solidarité entre elles. D'une certaine façon, elle a pratiqué pour son usage personnel ce que John Cooper Powys, des années plus tard, nommait ainsi « s'enfuir au loin sans bouger d'un pas ». Chaque fois qu'elle a voulu géographiquement bouger, elle était une fort mauvaise voyageuse, une fort mauvaise nomade, que ce soit pour enseigner à Halifax quelques mois, que ce soit pour accompagner Charlotte sur le continent, à Bruxelles, où elle n'a pas beaucoup aimé les gens, pas très bien compris leur façon de sentir, où elle s'est trouvée vraiment un élément étranger et hostile, alors que peut-être c'était son impression très subjective. Elle s'est sentie mal, elle a eu besoin de revenir. Non pas tellement de revenir chez soi, mais de revenir à soi, en soi. Et Charlotte, je dois dire, a veillé sur elle d'une manière admirable, parce qu'elle s'est rendue compte que tout déplacement la mettait en danger quasiment de mort. Et donc a fait chaque fois le nécessaire pour qu'elle revienne. Et ce retour, en effet, ce retour d'une certaine façon à la prison du lieu et à la prison du soi, c'est aussi une manière de pouvoir s'échapper en se cramponnant à un paysage familier, à quelque chose que l'on connaît par cœur, que ce soit l'intérieur, la maison, que ce soit la lande toute proche. Je crois que tout voyage lui était quasiment interdit parce que c'était des voyages de l'âme et c'était une âme errante. « 1801. Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver, dans toute l'Angleterre, un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope. Et M. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager ce désert. Moi, j'ai lu ça très jeune. Et je n'ai guère cessé de vivre avec ce livre. Un livre que je mets au-delà de tous les autres. Non pas comme une œuvre d'art, mais comme une œuvre d'être. Je pense qu'il n'y avait pas de différence entre la création d'Emily Brontë, très peu. Oui, pas de différence entre elle-même et sa création. Moi, j'ai été une fois dans ma vie à Haworth. J'ai été très très frappé par la petitesse du village, la petitesse du presbytère, la petitesse des pièces, la petitesse des vêtements qui sont exposés, qui étaient les leurs, des robes, des chaussures, des petits chapeaux. Une pièce où elles travaillaient toutes les trois à quelques centimètres l'une de l'autre est une pièce minuscule dont nous ferions un office ou un vestibule. Et à côté de cela, la lande, qui était violette en la saison, puisque les saisons comptent avec Émilie quand j'y fus, violette à l'infini, à perte de vue, et on part sur des kilomètres, mais on peut en faire encore des kilomètres au-delà. Et c'est très étonnant, ce sentiment de quelque chose d'infime, de presque chétif, si vous voulez, et puis la porte s'ouvre, la fenêtre s'ouvre, le toit s'ouvre, et on est dans une immensité. Le jour de son enterrement, il y eut une chute de neige. Le soir, j'allais au cimetière. Le vent était glacial comme en hiver. Tout autour de moi était solitude. Je ne craignais pas que son imbécile de mari vînt errer de ce côté à pareille heure, et nul autre n'avait affaire là. Étant seul, et sachant que 2 mètres de terre meuble était l'unique obstacle qui nous séparât, je me dis, il faut que je l'atteigne une fois encore dans mes bras. Si elle est froide, je penserai que c'est le vent du nord qui me glace, moi. Si elle est immobile, c'est qu'elle dormira. Je pris une bêche dans ce hangar aux outils et me mis à creuser de toutes mes forces. La bêche racla le cercueil. Je continuai à travailler avec mes mains. Le bois commença de craquer près des vis. J'étais sur le point d'arriver à mon but
quand il me sembla entendre au-dessus de moi, près de l'angle de la tombe, le soupir de quelqu'un qui se penchait. « Si je puis seulement soulever le couvercle, murmurai-je, je souhaite qu'on nous recouvre de terre tous deux. » Et je m'appliquai à ma tâche avec plus de fureur encore. Il y eut un autre soupir tout près de mon oreille. Il me semblait sentir un souffle chaud qui déplaçait l'air chargé de grésil. Je savais qu'il n'y avait là aucun être vivant, en chair et en os. Mais aussi certainement que l'on perçoit dans l'obscurité l'approche d'un corps matériel, bien qu'on ne puisse le discerner, je sentis que Catherine était là. Non pas au-dessous de moi, mais sur la terre. Une soudaine sensation de soulagement jaillit de mon cœur et pénétra tous mes membres. Je cessai mon travail désespéré. J'étais consolée tout d'un coup, indiciblement consolée. Elle était présente à côté de moi. Elle resta pendant que je remplissais la fosse et m'accompagna jusqu'à la maison. Vous pouvez rire si vous voulez, mais j'étais sûre que là, je la verrais. J'étais sûre qu'elle était avec moi. Et je ne pouvais m'empêcher de lui parler. Kathy! Come in! Kathy, come back to me! Oh, Kathy, do come. Oh, do once more. Oh, my heart's darling. Kathy, my own. My... Kathy! Christine Jordis. L'œuvre, ce qui me frappe, c'est dans le paysage, comme dans l'expression de la passion, ce côté totalement dénudé. C'est-à-dire que le désir est privé de chair, il est privé de corps, comme le vent qui souffle sur le paysage d'hiver. Il y a une grande nudité, je trouve, dans ce roman, un grand dépouillement. Et je trouve que c'est cette harmonie, cette symbiose entre la violence des personnages, évidemment surtout celle de Catherine et Heathcliff, et le vent, le haut de Hurlevent, comme l'indique même le titre, qui fait l'unité et la grande force du livre. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est de voir qu'elle parle du vent, qu'elle parle du paysage de son enfance, dans des termes très simples et très concrets. Ça n'est pas du tout un paysage romantique, ça n'est pas un paysage grandiose. C'est un paysage en quelque sorte banal. Elle le décrit très simplement et sans effet, avec des mots de tous les jours. Et pourtant, ce paysage accompagne les états d'âme des personnages. Bachelard dit dans L'air et les songes que le vent furieux est l'expression d'une colère sans prétexte. Là, le vent n'est pas un symbole, il est le vent d'une maison qui était très réellement exposée à cette influence. Mais il exprime également, je trouve, toute la colère des personnages. Il exprime aussi cet érotisme qui ne trouve pas d'apaisement. Annie Lebrun. Heathcliff et Catherine ne vivent que du vent. On pourrait même justement penser qu'ils n'obéissent pas aux lois humaines, mais qu'ils obéissent aux rafales du vent. Hein? C'est quand ils se retrouvent sur la lande et quand Catherine, avant de mourir, il faut qu'on lui ouvre la fenêtre de sa chambre pour que le vent pénètre. Il ne s'agit même pas de la nature. Ce sont des personnages qui sont agis par les mêmes forces que celles de tout ce qui vit. Et c'est ça qui fait la grandeur de ce livre, c'est-à-dire d'élever la passion à la dimension des éléments, n'est-ce pas? C'est-à-dire des orages, de la foudre, de la tempête. Il me semble que c'est exactement la même chose que quand un personnage de Sade dit un jour, considérant l'Etna dont le sein vomissait des flammes, je désirais être ce célèbre volcan.
D'abord, d'où vient Heathcliff? Dans le roman, c'est un fils de bohémienne, ce qui est typiquement une origine romantique. Enfin, on est presque déjà dans George Sand. Enfin, hein. C'est donc, à l'origine, un bâtard nomade, par définition, qui est porteur de tous les mystères, enfin, et donc finalement du mal, parce que qui dit mystère, il n'y a pas de mystère bénéfique, enfin, hein. Il n'y a pas de mystère bon ou charitable. Et il est abrité dans cette famille-là, il est hébergé, enfin. Il devient le serpent réchauffé dans le sein familial. Et c'est ça qui fascine, bien sûr, Cathy. L'origine étrangère, l'enfance comme frère et sœur, ce qui fait qu'on a toujours l'impression, à la lecture du roman, qu'ils sont au bord de l'inceste, alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang. C'est toujours une vieille histoire d'enfance qui fait que, camarades de jeu, on est frères et sœurs, et que cet amour apparaît toujours monstrueux. Il l'est socialement, mais il l'est selon les lois du sang. Mais finalement, les lois du sang ne jouent pas, puisqu'il est un enfant trouvé. Et c'est là-dessus que porte le mystère. Et cet enfant trouvé ne peut être que le fruit du mal, il ne peut qu'être abandonné, il ne peut être que le fruit de l'adultère. Tout le mal vient de lui. C'est le révolté, c'est l'étrange visiteur, en quelque sorte. Hein. On pourrait parler du film de Pasolini, Théorème, hein, où l'étrange visiteur, après tout, c'était le Christ. Tandis que là, l'étrange visiteur est Satan. C'est l'ange déchu. Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. La volonté de Catherine et de Heathcliff, c'était de retourner, plutôt que l'état d'enfance ne cesse pas, ce qui est évidemment une impossibilité. Bon, eh bien, quel est peut-être le prolongement de l'état d'enfance? C'est bien sûr la vie imaginaire, c'est l'état passionnel aussi. L'état passionnel, qui est un état dans lequel les limites se brisent, peut ressembler à l'état d'enfance dans lequel il n'y avait pas de séparation ni de limite. Enfin, c'est un état dans lequel le moi est libre, ne connaît pas la notion d'impossible. Et c'est ce qu'essaye de retrouver, je crois, Catherine et Heathcliff. C'est pour ça que leur passion ressemble à l'enfance et ne s'en détache pas en quelque sorte. Elle en est l'aboutissement. Ce livre ne parle que de l'énigme du désir. Cette histoire d'amour, dont Bataille disait qu'elle est la plus belle, la plus profondément violente histoire d'amour, eh bien cette histoire d'amour a pour titre le nom d'un lieu. Le désir est lié au lieu. Ou plus exactement, qu'il n'y a pas de désir qui ne soit la reconnaissance d'un lieu. Et c'est cette découverte que nous racontent les Hauts du Hurlevent à partir d'un lieu réel. Pas tout le monde sait qu'il s'agit des Landes du Yorkshire, mais un lieu réel qui devient irréel jusqu'à être non pas seulement le décor, mais le corps, plus exactement le lieu où
prend corps le déchaînement des passions. Et dès les premières pages du livre, le narrateur précise bien que le nom de Eau du Hurlevent est une façon, même dit d'un provincialisme, qui exprime, je cite, le tumulte atmosphérique auquel le site est exposé quand souffle la rafale. Cependant, une fois qu'on l'a perçu, la force métaphorique d'un tel lieu est si évidente que c'est la notion de lieu en tant que telle qui disparaît, emportée dans le mouvement de la passion. Et cela alors même que les lieux, les hauts du Hurlevent, sont paradoxalement le seul élément fixe du livre. Et que d'un autre côté, tout va y ramener. Donc c'est ça qui est très étrange, c'est un lieu qui est tellement évident qu'il n'est plus un lieu et qu'on est continuellement dedans. Et loin de ce lieu maudit, les êtres dépérissent. Et c'est en cela que le lieu des hauts du Hurlevent, si maudit soit-il, puisque effectivement c'est le lieu où les êtres se détruisent ou vont être détruits, nous paraît à nous tous, n'est-ce pas, si naturel, qu'on ne se pose aucune question sur ce lieu, qu'on ne se pose pas non plus la question de savoir pourquoi cette histoire d'amour est liée à ce lieu. C'est parce que nous savons tous que loin de nos désirs, eh bien nous sommes condamnés à dépérir. Et j'y insiste, c'est pas loin de l'être désiré, comme on le pense trop souvent, mais c'est loin du lieu que l'être désiré est capable de nous ouvrir et qui est toujours en fin de compte le lieu de l'enfance, n'est-ce pas ? Il s'agit de l'enfance comme modèle d'une souveraineté qui ne s'encombre ni des êtres ni des événements. Et c'est pour ça qu'il n'y a dans le fond aucune psychologie dans les hauts du Hurlevent, que toute approche psychologique est complètement à côté, parce que c'est l'enfance en tant que modèle d'une liberté totale qui nous est proposée, n'est-ce pas là ? Et le malheur, ou la chance, de Heathcliff et de Catherine, les deux amants qu'on dit maudits, est d'avoir vécu ensemble, à l'inverse de nous tous qui, en général, le rêvons solitairement, d'avoir vécu ensemble cette liberté totale où seule la passion donne forme au monde. Virginia Woolf dit splendidement « Il n'y a pas de je dans ce livre », n'est-ce pas ? Personne ne parle en son propre nom. Il n'y a pas de je parce que il s'agit, pour Emily Brontë, de suggérer, je cite Virginia Woolf, la puissance qui sous-tend les apparitions de la nature humaine. Ben, c'est en deçà des actes des êtres que se situe le regard d'Emily Brontë. Et de la même façon, je crois qu'on pourrait dire que dans les hauts du Hurlevent, il n'y a pas de maison. Parce que la maison, les hauts du Hurlevent, qui a ce nom-là, dans le fond, elle est à la fois une concrétion de la nature, elle est un élément du paysage, elle est donc à la fois une concrétion de la nature et elle est le pôle d'attraction qui détermine autant le paysage que les personnages, que ces personnages de granit, pour reprendre l'expression de Cooper Powys. Car dans ce livre, les personnages eux-mêmes vont devenir le lieu. Au point, par exemple, que Catherine peut dire à propos du de thé à l'olive. On continue donc. Voilà comment elle parle de lui. Si tout le reste périssait et qu'il demeura lui, je continuerais d'être. Moi aussi. Et si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait un formidable étranger. Je ne semblerais plus en faire partie. Donc c'est ainsi que le lieu
des Hauts du Hurlevent, comme la passion avec laquelle il se confond, va dévorer tout l'ordinaire romanesque. C'est-à-dire le pittoresque, la psychologie, pour donner à Emily Brontë le plus singulier pouvoir, comme le dit Virginia Woolf, je cite encore Virginia Woolf, celui de libérer la vie de sa dépendance à l'égard des faits. Au-delà même du caractère éperdu de cette histoire d'amour, au-delà même du caractère fatal et forcément destructeur de cette histoire d'amour, eh bien, nous acceptons tout normalement qu'il n'en reste rien, si ce n'est un lieu hanté. Je crois que la trace souterraine qui traverse le roman d'Emily Brontë, c'est Sade, quoi. Sade et ses mâles persécuteurs, et Heathcliff est une figure de mâle persécuteur, traversent tout le romantisme en Europe, notamment en France et en Angleterre, bien sûr. Et ce discours-là, de violence exaspérée, est latent dans le roman gothique, d'où vient quand même Emily Brontë, indiscutablement. Et il est présent avant la lettre, si l'on veut, dans Shakespeare et dans la Bible. Enfin, parce que quoi de plus brutal comme lecture pour une jeune fille que la lecture de Shakespeare ou celle de la Bible. Enfin, la Bible étant, comme on sait, un catalogue de meurtres à l'infini. Et je suis persuadé que dans le roman noir britannique, que Sade court obscurément déjà dans l'œuvre de Byron, et qu'on retrouve dans la figure malfaisante du jeune homme diabolique qu'est Heathcliff, une espèce de Byron qui tiendrait sur ses deux pattes, enfin, qui ne serait pas pied-beau, mais qui serait une figure exemplaire de noirceur. Je crois qu'il y a du Sade là-dedans. C'est-à-dire le Sade est à la fois dans l'esprit de la vengeance qu'il apporte, dans cette destruction. Oui, le goût de détruire. Alors, ce qui fait la différence capitale, c'est que le sexe n'est quasiment pas nommé dans le Haut du Hurlevent et n'intervient pas en apparence. Tout est censé se passer dans les âmes et dans les cœurs, pour manier un vocabulaire du 19e. Enfin. Mais tout ce qui est de l'ordre des pulsions et de l'amour a indiscutablement trait au sexe, enfin. Ne serait-ce que, bon, c'est la bonne vieille conjonction d'Eros et Thanatos, enfin. Mais je crois qu'on le voit très fort. Et l'amour véritable ne se réalise que dans la mort, enfin. C'est en gros la leçon, enfin. Cette passion-là ne peut aboutir qu'au cadavre. Enfin. Le cadavre désiré, aimé. Effectivement, quand on se trouve devant le désir dans les Hauts du Hurlevent, qui est une force tellement violente, jamais ce désir ne s'exprime par le corps. Jamais il n'aboutit à la recherche du plaisir. Le désir des amants est condamné en quelque sorte à vivre en vase clos. Il n'a pas d'issue. Et il arrive donc à une exaspération très grande, sans que pour cela, les amants songent jamais à jouer de l'interdit pour accroître leur passion, puisqu'il n'en est pas question. Ça n'est pas, vous voyez, un effet de perversité, ça n'est rien de semblable. C'est quelque chose qui est à l'arrière-plan, cet interdit, qui ne leur sert pas, qui joue contre eux, et en même temps qui joue en leur faveur, puisque ainsi ils vont maintenir intacte la force extraordinaire de leur désir. Disons que ce désir ne va jamais s'apaiser dans une réalisation quelle qu'elle soit. Avec aussi cette dimension que Powys signale très bien, qu'à un moment, n'est-ce pas, la sexualité est tellement forte, n'est-ce pas, est poussée à un tel degré que ça devient quelque chose d'asexué qui fait qu'il n'y a plus de limite, puisque
tout est vécu physiquement. Et que tout est vécu physiquement de sorte que les êtres en question vont être consumés complètement. Donc, presque, on pourrait dire que la sexualité, la canalisation sexuelle ne s'impose plus. Vous voyez ? Elle a été dépassée. Elle a été dépassée. On a retrouvé cette sorte de perversité polymorphe qui est celle de l'enfance, n'est-ce pas ? Donc, presque, il ne s'agit plus d'en passer parce que, vu sous cet angle-là, peut être un détour. Je pense que porté à cette intensité-là, eh bien, la vie ne peut être que destruction. Ce sont les lois humaines qui canalisent tout ça, n'est-ce pas ? Mais quand la vie est vécue à ce degré-là, elle ne conduit qu'à l'anéantissement. Je pense qu'il s'est passé la même chose pour Emily Brontë, parce que de la même façon que le livre, de la même façon que ses personnages, elle est consumée par ce qu'il agite. Ce livre l'a complètement détruite. On retrouve les deux pôles de l'amour humain. Eros, qui est l'amour de désir captatif, égoïste, un peu comme celui de Heathcliff au cours de tout le roman, et Agapé, qui est au contraire une forme plus altruiste de l'amour, plus charitable, un amour plus sacré. Et tout le roman s'efforce d'orchestrer cette unité, cette complémentarité de ces deux principes. Mais non pas dans la direction de l'amour divin, mais en une sorte de transcendance horizontale qui va s'accomplir sous terre avec la fusion de ces corps qui ont été séparés au cours de toute leur vie. On reviendrait presque à la conclusion initiale de l'amour courtois. C'est-à-dire c'est un amour qui va se vivre aussi par la création de l'obstacle. Il faut qu'il y ait l'obstacle. Il faut qu'il y ait l'obstacle. Il faut qu'il y ait l'épée entre les amants. Et là, quasiment, l'épée est morale et mentale. Enfin, l'interdit est fort. Elle est mariée. Elle en souffre. Catherine ne s'abandonne pas. Mais elle se livre tout entière à la passion d'Heathcliff. Et cette passion-là ne peut être consommée et subsumée en quelque sorte que dans le cercueil. C'est ce qui arrive. Heathcliff, plus qu'un personnage, plus qu'un individu, a surgi de la nature qu'il en est comme une concrétion de la nature. La façon dont le décrit Emily Brontë, c'est comme si elle empruntait les traits de son personnage au relief du paysage. Et Catherine se réfère toujours d'ailleurs au paysage pour parler de lui. Et c'est soit un roc, soit un désert aride de pierrailles. Enfin, il est comparé à la pierre. Et son physique a quelque chose de rugueux et de brutal, comme ces rochers de Penistone, qu'on interdira à la seconde Catherine, à la petite Catherine Linton, d'aller voir. Il est le danger, il est l'aspect rébarbatif, l'aspect rude, l'aspect fondamental, essentiel. Enfin, comme dit Catherine quand elle parle de son amour pour lui, les rocs du sous-sol. Ce qu'il y a de fondamental, de dur, d'inattaquable dans la nature. Ce désir criminel, en quelque sorte, ce désir qui s'exprime dans la volonté de détruire l'autre. Car si Heathcliff n'a pas de volonté déclarée de détruire Catherine, c'est quand même ce qu'il fait. Elle lui dit qu'il l'a tué. Tu m'as tué, Heathcliff. Et de même, elle lui dit qu'elle voudrait l'étreindre jusqu'à ce qu'ils meurent tous les deux et que ses souffrances ne lui importent pas. Enfin, il y a une espèce de violence des deux personnages qui traduit l'érotisme et qui est tout de même, à mon avis, l'aspect le plus frappant du livre. Mais ce que dit Georges Bataille, je crois aussi, c'est que l'érotisme se livre dans les premières notes de la littérature et le mal. L'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort. Voilà, c'est ça. C'est aussi les points contradictoires dont parlait Breton, ou plutôt cet endroit
où la vie et la mort, où la souffrance et le bonheur cessent d'être perçus de façon contradictoire. Eh bien, vous savez, cette phrase de Breton qui est reprise par Bataille d'ailleurs et qui est si belle, eh bien, il est hors de doute qu'Émilie Brontë a perçu ce point, où la vie et la mort cessent d'être contradictoires. Parlait de Bataille. Il dit le premier mot que peut dire l'enfant souvent, c'est non. C'est ce geste-là qui dit non au monde d'emblée. Et je pense que Heathcliff et Catherine sont des figures qui disent non sans arrêt. Donc ce sont des héros négatifs, pour inverser la vieille théorie, enfin, du héros positif. Enfin. Ce sont des gens qui se meuvent à l'aise dans le mal. Et je crois que c'est ça qui nous fascine absolument. C'est que c'est un roman qui, même s'il porte une éthique sévère, enfin, parce que Brontë est quelqu'un qui a une rigueur, enfin, d'abord dans sa langue, qui est dans un anglais très épuré, très métallique, comme ça, très surveillé. C'est un être profondément moral, enfin. Puis elles sont filles de pasteurs, quand même, les trois sœurs. Et puis, pasteur d'origine irlandaise. Et qui dit Irlande, dit toujours catholicisme, ou en tout cas rivalité entre la réforme et la contre-réforme, évidemment. Donc il y a un bain religieux des origines qui est indéniable. Et ce qui est vraiment époustouflant, c'est que dans ce climat puritain, elle ait pu inventer cette transgression illimitée, enfin, des frontières du permis et du pas permis, enfin. Et qu'elle ait pu couver cette sorte de récit quand même assez fou sur l'amour et la passion. Oui, il est certain que cette Vierge a pu rêver le pire, enfin, et de façon admirable et tout à fait métaphorique. Je cherchais et découvris bientôt les 3 pierres tombales sur la pente près de la lande. Celle du milieu, grise et à moitié ensevelie sous la bruyère. Celle d'Edgar Linton, ornée seulement de l'herbe et de la mousse qui croissait à son pied. Celle de Heathcliff, encore nue. Je m'attardais autour de ces tombes, sous ce ciel si doux. Je regardais les papillons de nuit qui voltigeaient au milieu de la bruyère et des campanules. J'écoutais la brise légère qui agitait l'herbe. Et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer que ceux qui dormaient dans cette terre tranquille eussent un sommeil troublé. Ça rêve sur l'histoire de l'amour. Et là, je ne crois que ça peut ébranler un être des pieds à la tête. C'est ce qui s'est passé un peu pour Balthus. C'est jeune, je crois, c'est tout jeune homme, qu'il a la révélation de ce livre et qu'il entame rapidement cette série de gravures. Ce sont des jeunes gens au corps aigu, elle et lui, parfois saisis dans l'environnement familial, avec, pour Heathcliff, une belle tête de jeune homme un peu forte, un peu grande par rapport aux épaules. La tête est un peu grosse par rapport aux épaules. Il y a beaucoup de cerveau dans ce visage-là. Et puis il y a cette très belle image, enfin, où Cathy essaie une robe. Sur la première image, la première gravure, elle est vêtue. Et sur la deuxième, elle est dévêtue. Et nous savons très bien que dévêtue, elle est ainsi imaginée par Heathcliff, fuyant son regard et regardant par terre, évidemment. Hein? Dans ce roman, le feu d'âme n'est que la métaphore des feux du corps, décidément impossible. Enfin. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de communication Non, possible. ils ne regardent pas dans la même direction. Ils ne se regardent pas, mais moins ils se regardent, et plus ils sont aimantés l'un par l'autre. L'épée entre Tristan et Iseux, dont nous parlions tout à l'heure,
il est manifeste qu'elle est ici, sur l'image, le corps de la bonne qui aide Cathy à s'habiller et qui la peigne, qui peigne sa chevelure rousse. Donc l'épée imaginaire serait figurée par la bonne, qui est une figure tout à fait prosaïque, de femme au chignon tiré, avec un tablier de bonne, justement, tout à sa besogne en silaire. Et les deux héros noirs ne se regardent pas, mais nous savons qu'ils ne font que penser l'un à l'autre, et qu'ils sont quasiment siamois. Je ne crois pas que le paysage intérieur des Hauts de Hurlevent soit chrétien. Je crois, comme je vous le disais, qu'Émilie Brontë avait des valeurs morales extraordinairement fortes, tout à fait au-delà de la convention. Elle avait, comme le dit Bataille, une hyper-morale, et sans que ça paraisse dans le livre, c'en est tout de même l'arrière-fond. Mais je crois aussi qu'en ce qui concerne l'univers, encore une fois, l'univers chrétien dont vous parlez, Émilie Brontë, à aucun moment... et là, il faut insister là-dessus, ne se soucie de donner un au-delà à ces personnages. À aucun moment, Heathcliff ni Catherine ne veulent imaginer un monde différent de celui-là, ni un être différent de ce qu'ils sont maintenant. Ce qui les intéresse, ça n'est pas le ciel ni la divinité, c'est le monde d'ici-bas. Et c'est ce que dit le rêve de Catherine, rêve qu'elle raconte à Nelly Dean. Vous savez, quand elle est petite, elle rêve qu'elle était au ciel. Et là, elle était... dévastée de douleur. Elle pleurait et les anges étaient si furieux qu'ils l'ont renvoyée sur la lande où elle s'est réveillée en sanglotant de joie. Eh bien, il n'est pas question d'un autre monde, il n'est pas question d'une évasion dans un autre monde. L'horizon des personnages est borné à ce monde-ci, c'est-à-dire au monde qu'ils ont connu dans leur enfance et qu'ils veulent retrouver, et qui est le monde d'ici-bas. Charlotte m'a donné les critiques de ton livre. Tu veux les entendre? Oui. L'Amérique ne vaut pas mieux que l'Angleterre. Écoute ça. L'auteur des Hauts de Hurlevent semble croire que la perversité de l'esprit humain est faite de la somme de plusieurs férocités animales. Il a donc choisi les traits les plus frappants du loup, du chacal et du chat sauvage pour créer la brute démoniaque qui sera le héros de son roman. Je continue. Les grands écrivains réussissent infiniment mieux leurs effets avec une plus grande économie de moyens. C'est assez, je vois. Merci. Tu peux rendre ça à Charlotte. He's run away on business, Miss Hart. Out of the storm, Miss Cathy, you've cut his letter, fool. Oh, well, he won't come back. Oh, yes, he will last time he did. This time he won't. I know him. I know him. Which way did he go, Joseph? Yonder, right on West Moor. Oh, come in, Miss Cathy. You must come in. You do not know that I love him. I love him. Miss Cathy. À côté de ce presbytère, la présence du cimetière. Et c'est très impressionnant, cette armée de tombes, dont certaines sont si anciennes qu'elles ne sont plus entretenues, que des glissements de terrain ou des intempéries, le temps tout court, la plus grande des intempéries, ont malmené. Et ces tombes qui sont un peu de guingois, qui sont comme une armée en perpétuelle déroute. Et c'était tout de même ce qui avait de plus proche de la maison quand elle sortait. Elle ne le traversait pas forcément chaque fois, mais elle le longeait. Le petit chemin qui mène du presbytère à la lande passe devant ce cimetière. Et il est évident que la présence des morts est ultra sensible dans toute l'œuvre.
Et elle vit souvent dans des poèmes la mort comme une séparation. Mais elle ne voit pas la mort comme un terme, comme simplement une rupture ou un achèvement. Ça, c'est certain. La mort, d'une certaine façon, c'est la promesse. C'est là où tout commence, ou recommence, on ne sait pas. Mais elle ne voit pas du tout la mort comme la limite d'un monde clos. C'est-à-dire que chez elle, ce qui est évidemment qui peut sembler l'illusion suprême, et il y a des moments où d'ailleurs dans sa lucidité elle le dit, mais en tout cas une espèce de force dans la vision, c'est que vie et mort alternent et se succèdent sans que jamais l'une soit la dernière, si vous voulez. Et on a un peu ce sentiment dans Les Hauts de Hurlevent, c'est qu'au-delà de la vie, il y a la mort, au-delà de la mort, il y a la vie, n'est-ce pas, de cette passion. Au-delà de cette passion vivante encore, il y a de nouveau la mort. Donc vous voyez, vie et mort alternent sans que l'une soit le terme. Et ça me paraît le fait tout de même d'un esprit visionnaire. La fin de Hurlevent représente un choix de l'immanence. Un choix de l'immanence. Il n'y a pas élévation, il n'y a pas une dialectique ascendante vers un paradis, un paradis céleste. Il y a la vision de la très immanente de l'ici-bas terrestre, des tombes, de ces trois tombes, vision qui clôt le roman. Une vision qui est une vision chrétienne. Qui est chrétienne, mais qui est également platonicienne ou stoïcienne, cette vision. C'est-à-dire que la mort, dans ces trois perspectives, n'est pas un mal. Stoïcienne parce que cette mort est apprivoisée. Platonicienne parce qu'elle est une chance offerte à l'âme de quitter le tombeau du corps, et chrétienne parce qu'elle est une forme de l'espérance telle qu'on la trouve chez les chrétiens. ¿Te gustan, Alejandro? Mira cómo me estás. No pierdas el tiempo, Isabel. A Alejandro no le gustan esas cosas. Dile algo, Alejandro. ¿No sabes que está enamorada de ti? ¿Por qué dices eso? Déjame en paz. Dans son film Congrès Boris Cosas, Buñuel centre l'objet en fait de sa mise en scène, de son adaptation sur la passion. Alors, quel est le regard, enfin à travers le regard de Buñuel, cette expression même de cette illimité? Il y a surtout chez Buñuel quelque chose d'un catholique en révolte, enfin d'un élève des jésuites qui s'élève contre l'idée convenue de Dieu dans l'hispanité. Mais là où il rejoint, et peut-être même dépasse ce que dit Émilie Brontë, enfin le message du roman, ce message passionnel, échevelé, compulsif, c'est dans la dernière séquence, dans la séquence du film. Lorsque Heathcliff, ce n'est pas le nom qu'il donne dans son film bien sûr, rejoint la morte intouchée et qu'il meurt sur le cadavre lui-même. Heathcliff, n'en pouvant plus, sa vie étant décidément devenue un enfer depuis qu'elle est morte, elle décide de la retrouver. Et il va la retrouver au cimetière. Et elle est enfouie dans un caveau, dans une crypte. Il lui faut donc forcer, avec une barre de métal, la première barrière qui dissimule les marches de l'escalier qui mène à la tombe. Il y arrive, non sans difficulté, on voit très bien dans le film le concret de la tâche, quoi. Qu'est-ce qu'un violeur de sépulture? Et il descend l'escalier, l'air halluciné. Il fait de la lumière, avec un flambeau, image typique aussi, bien sûr, du roman noir, enfin du roman gothique. Il ouvre le cercueil. Et bien sûr, miraculeusement, le corps de la femme apparaît intact. Et pourtant, du temps
à passer depuis l'inhumation. Et il prend sa main, et la main est comme une main vivante, ou comme la main de quelqu'un qui dormirait. On serait dans le conte de fées, ce serait la Belle au bois dormant. On pourrait imaginer que la main de l'homme aimé va l'éveiller, et qu'elle va se lever. Mais nous sommes dans l'opposé du conte de fées. Nous sommes dans le conte infernal. Le voilà abîmé dans une sorte d'extase et de déception parce qu'il est lucide. Il sent qu'elle ne bouge pas. Et il a l'illusion, en tournant la tête, de la voir dans l'escalier, dans sa splendeur retrouvée. C'est-à-dire qu'il touche un cadavre et tournant la tête, il peut la revoir vivante dans son imagination. Et là où c'est admirable, c'est que la femme qu'il voit lui tendant les bras, et c'est pour le coup une imagination, est en fait l'homme qui va le mettre à mort et qui lui tire dessus. Il est donc blessé à mort et il s'écroule sur le cadavre. Voilà. Ce qui est admirable et enchanteur, vraiment, dans l'image créée par Buñuel, enfin dans la fin de ce film, ce qui bouleverse, c'est qu'on a l'impression qu'il arrive à toucher à une vérité de pensée ou d'imaginaire irréfutable. L'amour à mort, c'est ça. Pero no me dejes solo. No me dejes en este abismo. Catalina, aparécete. Aunque sea para maldecirme. Catalina. Que lugubre est la nuit. C'est le vent de Gondal. Je ne foulerai plus les vals où il s'élève. Je le sens au visage. Où vas-tu, vent sauvage, errant, que faisons-nous ici, loin du logis? Pour mon front que la mort glace, ton souffle est vain. En ce lointain pays, va revoir sa splendeur. Dis-lui mon dernier vœu, et mon lugubre sort. Mes supplices passés, mais prédis-lui les siens. Vains mots, vaine fureur. Nul n'entend mon appel. Mes malédictions retombent dans l'air vide perdu. À me voir maintenant, peut-être qu'un sourire traduirait son orgueil autant que son mépris. Mais dans chaque regard flamberait plus puissante la passion, malgré sa haine en ses adieux. Dans mon âme, invaincu, le tyran me domine. La vie cède à mes lois, mais je ne peux tuer l'amour. Je ne l'imagine pas mangeant Émilie Brontë. Je ne vois pas Émilie Brontë se livrant à des activités quotidiennes. Ce n'est pas un pur esprit non plus. Enfin. Mais il y a beaucoup de l'esprit en elle. C'est un grand combat d'âme. Et l'âme, bien sûr, est la métaphore du corps pour cette Vierge folle. Hein? Et lorsqu'on retrouve Cathy intacte après tous ces mois sous la terre, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose comme l'odeur de sainteté de la sainte, enfin? Est-ce qu'il n'y a pas là une sanctification du corps féminin préservé et embaumé dans sa virginité même, enfin? Est-ce que ça n'est pas ça qui nous émeut encore une fois là-dessus? Et je revois son portrait, enfin, ce portrait familial, où on les voit toutes les trois avec ces petits yeux noirs qui jettent des éclairs, enfin. Peinture tout à fait touchante comme ça et troublante. Et je revois le visage d'Émilie, oui. Ce qui me paraît très beau et fait pour nous, quelle que soit notre foi ou notre espérance, c'est que, encore une fois, elle plonge
au plus profond d'elle. Et ce qui est peut-être le plus lointain, le divin, elle le trouve tout au fond. Dans le dernier poème de janvier 46, « Ce n'est pas une lâche que mon âme », elle se tourne vers Dieu en se tournant vers soi. « Ô Dieu de dedans ma poitrine, toute puissante, toujours présente déité, vie qui en moi trouve repos, comme je tire impérissable vie, force de toi. » Autrement dit, c'est en allant au plus près qu'elle atteint le plus lointain. Le plus grand et lointain qui serait un Dieu. Et on voit la force de sa croyance et la force de sa question et la force de la réponse qu'elle y donne dans les dernières strophes, les 2 dernières strophes de ce poème, qui est donc le dernier qu'elle a écrit 2 ans et quelques avant sa mort, quand elle dit « Quand bien même terre et lune auraient disparu, quand bien même soleils et mondes cesseraient d'être, et ne resta-t-il que toi seul, toute existence existerait en toi. Il n'y a point place pour la mort, ni d'atome qu'elle ait pouvoir d'anéantir, puisque tu es l'être et le souffle, et que ce que tu es est à jamais indestructible. » Ce n'est pas une lâche que mon âme. Elle ne tremble pas en ce monde tourmenté d'orage. Je vois briller les gloires du ciel, et la foi brille à leur égal, me cuirassant contre la crainte. Ô Dieu de dedans ma poitrine, toute puissante, toujours présente déité, vie qui en toi trouve repos, comme je tire, impérissable vie, force de toi. Elle est morte en stoïcienne, enfin elle a décliné très très vite après la mort de son frère Branwell. On raconte que lors de son enterrement, lors de l'enterrement de Branwell, il pleuvait très fort et que Emily a attrapé froid et que de ce jour-là, elle n'est plus sortie de sa maison. Elle a décliné très très vite puisqu'elle passait à peu près 12 heures debout par jour. On imagine les progrès foudroyants qu'a pu faire la maladie dans ces conditions. Elle a refusé de voir un médecin et en 3 mois, la tuberculose l'avait enlevée. Ce qu'elle a fait seulement lors des dernières heures de sa vie, elle a accepté de voir un médecin, mais il était trop tard. Et le matin même de sa mort, à 7 heures, elle est descendue comme d'habitude. On raconte qu'elle a voulu passer un peigne dans ses cheveux et que de faiblesse, le peigne est tombé dans le feu. On montre encore, je crois d'ailleurs, au presbytère de Haworth, le peigne racorni. Et puis, elle a voulu mourir debout. Elle est morte debout. C'était Émilie Brontë, une émission de Florence Marguier avec Annie Leprin, Jean-Pierre Leonardini, Raymond Bellour, François-Xavier Jaujard, Christine Jordis, Franck Évrard. Texte lu par Solange Boulanger. Mixage Michel Mestre, Pierre Mine. Réalisation Isabelle Ihuel. Texte en anglais lu par Emma Peace. Littérature et mauvais esprit sur les programmes de nuit de France Culture.
ne s'agit pas de conseiller à l'homme de dépouiller son masque quand derrière ce masque, il n'a aucun visage. Mais ce qu'on peut lui demander, c'est de prendre conscience de l'artifice de son état et de le confesser. Si je suis condamnée à l'artifice, la seule sincérité qui me soit accessible sera de confesser que précisément, je n'y ai pas accès. S'il ne m'est jamais donné d'être moi-même la seule chose qui m'autorise à sauver ma personnalité de la catastrophe, c'est la volonté d'être authentique, mon désir opiniâtre qui va proclamer, envers et contre tous, que je veux être moi-même et qu'il n'y a rien d'autre qu'une révolte aussi désespérée que tragique contre la déformation. Je ne puis être moi-même et pourtant je veux l'être et je dois l'être. Non pas je suis, mais je veux et je dois. Witold Gombrowicz. Retrouvailles avec notre mauvais esprit du jour, traqueur irréductible, des dégâts causés par la culpabilité sur la raison, briseur de bonne conscience, exhibitionniste ayant pris en charge la tâche de révéler le poids d'infantilisme contenu dans notre ordre social, notre culture et nos traditions, j'ai nommé Witold Gombrowicz et son cosmos. Univers étrange dans lequel un homme, attiré par la prolifération des détails, se perd. Ce soir, dernier épisode. Witold supportera-t-il le poids de cette confidence de Léon ? Que font donc ces bouches à vomir, alors que seul Witold est dans le secret des bouches ? Qui est pendu là, avec ce soulier, cette veste ? Ne s'agit-il pas de Lucien ? Pendu à un arbre, avec sa ceinture ? Mais pourquoi Lucien ? On aurait beaucoup mieux compris que ce soit Léon ou le prêtre. Enfin, l'enquête se poursuit. Cosmos, cosmos, cosmos. Cosmos, 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 cosmos. Gombrowicz, Piloudin, Vierne. Qu'est-ce qu'un roman policier ? Un essai d'organiser le chaos. C'est pourquoi mon cosmos, que j'aime appeler un roman sur la formation de la réalité, sera une sorte de récit policier. Witold Gombrowicz. Cosmos, dernier chapitre. Je regarde à la ronde. Un soulier. Une jambe pend à un pin. Une jambe, une seconde jambe. C'est un homme. Pendu. Un homme. Les jambes, les souliers, plus haut une tête de travers, le reste confondu avec le tronc, avec l'obscurité des branches. À la ronde, rien, le silence, la paix. Un homme qui pend. Ce soulier jaune m'est connu. Il me rappelle les chaussures de Lucien, le veston de Lucien, le visage, Lucien. Lucien. Lucien pendu par une ceinture, par la ceinture de son pantalon. Lucien. Lucien, il pendait. J'essayais de l'admettre. Il pendait. J'essayais encore de l'admettre. S'il pendait, il devait y avoir des raisons et je me mis à chercher, à combiner lentement. Pendu, qui l'a pendu ? Ou alors c'est lui qui s'est pendu ? Quand ? Je l'ai vu juste avant le dîner. Il m'a demandé une lame de rasoir. Il était calme pendant la promenade. Il était comme d'habitude. Et pourtant, il était pendu. Pourtant, c'est arrivé. Il pend. Lucien. Le moineau. Mais oui, je regardais ce pendu exactement comme j'avais à ce moment-là regardé le moineau.
Deux, trois, quatre. Le moineau pendu, le bout de bois qui pend, le chat étouffé et pendu, Lucien pendu. Quelle harmonie, quelle cohérence. Ce cadavre idiot devient un cadavre logique. Seulement cette logique est lourde, pénible. Et elle m'est trop personnelle, spéciale, privée. Je n'ai plus rien d'autre à faire que de penser. Je pense. Je m'efforce de transformer cela, malgré tout, en une histoire lisible et, pensais-je, n'est-ce pas lui qui a pendu le moineau? C'est lui qui a dessiné les flèches, qui a suspendu le bout de bois, qui s'est livré à ces mauvaises plaisanteries. Une sorte de manie. La manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même, ici. Un maniaque. Je me rappelle ce que Léon m'a dit quand nous étions assis sur un tronc d'arbre, sans doute avec sincérité, que lui, Léon, n'avait rien à voir avec cela. Donc c'est Lucien. Une manie, une obsession, une folie. Ou bien, autre possibilité, également dans la ligne de la logique, il a succombé à un chantage, à une vengeance peut-être. Quelqu'un le persécutait, l'environnait de ses signes, lui suggérait la pendaison, mais alors qui? Quelqu'un de la maison? Bouboule? Léon? Léna? Catrette? Encore une possibilité, non moins normale. Peut-être ne s'est-il pas pendu. On l'a assassiné. On l'a peut-être étranglé, puis pendu ensuite. Ce quelqu'un qui s'amuse à pendre des broutilles, ce maniaque, ce dément, a désiré à la fin pendre quelque chose de plus lourd qu'un bout de bois. Qui est-ce? Léon? Catrette? Mais Catrette est restée là-bas. Et alors? Elle peut être venue en cachette pour 1000 raisons, de 1000 façons, pourquoi pas? Cela a très bien pu arriver, les possibilités d'association, de combinaison sont innombrables. Et Fuchs? Fuchs ne peut-il pas avoir cédé à la contagion de la pendaison? Et oui, il le peut. Mais il a été avec nous tout le temps. Et alors? S'il se révèle que c'est lui, on trouvera aussitôt une lacune dans son emploi du temps. On peut tout trouver dans le chaudron sans fond des événements qui se créent. Et le prêtre? Des millions et des millions de fils peuvent relier ses gros doigts à ce pendu. Possible. Et les montagnards? Où sont donc les montagnards qui nous ont amenés? Je souris au clair de lune, adouci par la pensée que l'esprit est impuissant devant la réalité qui déborde, qui détruit, qui enveloppe. Il n'existe pas de combinaison impossible. N'importe quelle combinaison est possible. Chimère, fantaisie. Oui. Mais le pendu pendait. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Je voulais m'en approcher et le toucher, peut-être. Mais j'eus un léger recul. Ce menu mouvement m'effraya, comme s'il avait été indésirable et inconvenant de bouger en présence d'un cadavre. L'horreur de ma situation, car elle était horrible, provenait de ce que j'étais en face de lui exactement comme en face du moineau. Buisson ici et buisson là. Un pendu et un pendu. Je regardais alentour. Quel spectacle!